Le Maroc est une fête. Le Maroc vit un rêve éveillé depuis 4 mois avec de nombreuses victoires. Cette Coupe du Monde 2022 qui a été un succès. Et là, le Maroc qui bat le Brésil, c'est un succès de prestige. Devant 65 000 supporters à Tanger, mais partout, de Fès, à Meknès, à Rabat, Casa, Marrakech, Tafraout, Tarazout, Safi. Le pays a vécu un rêve éveillé et avec Walid Regragui, il va se prolonger. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Maroc, une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. On va revenir à froid sur cette victoire. J'ai pris le temps ce matin de revoir la rencontre, de voir la rencontre parce que j'ai pas pu la voir samedi soir. Et ça a été évidemment une joie de voir comment le Maroc a battu le Brésil. On en avait parlé vendredi dans une vidéo spécifique sur le Maroc qui affichait ses ambitions. Il a confirmé ses ambitions. Et on le regarde, premier pays africain en demi-finale d'une Coupe du Monde, premier pays africain à se qualifier pour la CAN, premier pays à se qualifier pour la CAN en Afrique, battre la Belgique, l'Espagne, le Portugal, battre la première nation du classement FIFA. Ouais, quand on regarde les dernières victoires du Maroc, c'est impressionnant. La Belgique, l'Espagne, le Portugal, le Brésil, waouh! Il y a de quoi être fier ce matin si vous êtes marocain parce que vraiment, c'est magnifique ce qu'est en train de réaliser Walid Regragui. Il écrit encore une fois l'histoire. Alors on va revenir sur les moments clés de cette rencontre à froid. On va tirer les enseignements positifs parce qu'il y en a de nombreux et il y a des principes de jeu qui sont vraiment très très bien compris par les joueurs de Regragui. Il y a des interrogations. Attention de ne pas se relâcher. Et puis on parlera bien évidemment de Maroc-Pérou, un Maroc qui doit encore une fois continuer et confirmer pour aller chercher une CAN 2024 dont il s'affiche en grand favori. Alors, les moments clés déjà passent par la tactique et les joueurs choisis par Walid Regragui. Il n'y avait pas réellement de surprise. Il y avait que des valeurs sûres avec un petit jeune El Khanous, vous m'en aviez parlé en commentaire, et il a fait une très belle rencontre devant, c'était Ziyech Bouffal et En-Nesyri qui étaient évidemment présents, le retour de la défense centrale ferme et solide avec Romain Saïs et Naïef Aguerd qui était de retour lui après la fin de son mondial malheureusement subi par blessure. On a eu un groupe solide qui a affiché de belles valeurs tout au long de la rencontre avec un Sofiane Bouffal qui reste au niveau de la Coupe du Monde qu'il a réalisé. Malgré son transfert, il a toujours la confiance de Walid Regragui et il a eu cette lucidité de pouvoir justement placer le ballon hors de portée du gardien brésilien après une phase de jeu sur laquelle on va revenir juste après dans les enseignements. Première passe décisive également d'El Khanous, plus jeune joueur de l'histoire du Maroc à obtenir une passe décisive dans une rencontre de prestige. En plus, face au Brésil, il va s'en rappeler toute sa vie. Après, le Maroc a vu Casemiro revenir au score, égaliser, après une terrible erreur, une terrible boulette de Bounou. On va en parler aussi dans les interrogations tout à l'heure, parce qu'il n'a pas été exempt de tout reproche dans cette rencontre. Ça n'enlève rien, évidemment, à la Coupe du Monde qu'il a disputée, mais on sent de la fragilité chez le gardien marocain de Séville actuellement. Un but sur lequel on va revenir parce que il y a eu une fébrilité globale défensive dans une phase de contre-pressing. Et puis, là où on pensait que le Maroc pouvait se retrouver en difficulté après avoir subi l'égalisation, on a eu Sabiri qui venait à peine de rentrer en jeu, qui a marqué dans une phase de jeu très intéressante. Une nouvelle fois, avec des joueurs qui étaient eux aussi rentrés en jeu, je pense à Atiyat Allah notamment, et un grand Mazraoui qui a fait un excellent match. Le Maroc va chercher cette victoire et on sent que Walid Regragui, comme de nombreux joueurs l'ont dit, a posé sa main sur cet effectif et les joueurs le suivent. C'est le guide et ce Maroc, à mes yeux, va encore grandir avec lui. Alors, les enseignements de cette rencontre, eh ben, si on revient sur le premier but, il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. C'est la phase de contre-pressing de cette équipe marocaine avec 4 joueurs autour du porteur du ballon qui ont été là justement pour récupérer le ballon et mettre en difficulté cette défense brésilienne qui s'est retrouvée en infériorité numérique. 4 joueurs ici, vous le voyez, pris en étau
pour justement passer. El Khanous qui ne va pas se gêner avec En-Nesyri sur le côté et qui va avoir la lucidité de passer le ballon à Boufal qui lui aussi va avoir l'intelligence de glisser le ballon hors de portée du portier brésilien. Et il y a un deuxième élément qui m'a marqué dans cette rencontre, dans ce but, c'est Ziyech qui avait récupéré le ballon au milieu de terrain, qui a eu du champ libre, mais qui a eu justement cette lucidité lui aussi de passer sur le côté gauche. On a le Brésil qui va récupérer le ballon et là, cette phase de contre-pressing qui va se mettre en place. Mais ça m'a rappelé le but du Maroc face au Portugal. On se rappelle de ce but qui était parti de la défense marocaine pour remonter avec Ounahi qui avait décalé sur le côté gauche Attiyat Allah qui avait centré pour En-Nesyri. Ce sont des principes de jeu intéressants qui sont bien intégrés du côté des joueurs et qui sont vraiment pertinents parce qu'une nouvelle fois, on a eu ce bloc qui s'est déplacé, le jeu qui s'est déplacé, cette volonté physique et technique de vouloir mettre en difficulté le Brésil et le prendre à la gorge et cette ouverture du score qui était méritée. Dans les autres enseignements positifs là, il y a ce deuxième but. Ce deuxième but avec une phase sur le côté droit à 3 contre 3 et cette justesse technique pour justement décaler à Mazraoui qui va se retrouver dans la surface mais qui va ressortir le ballon. Le deuxième point de cette attaque, c'est la domination numérique, la supériorité numérique à cet instant sur la tête, où on va avoir 3 Marocains pour 2 Brésiliens. La défense brésilienne qui doit évidemment se remettre. Marquinhos n'était pas là, mais il y avait quand même Militao. Et ensuite, c'est la défense en avançant d'Atiyat Allah qui va récupérer le ballon, centrer pour Sabiri. Je crois que c'est Chedira qui fait une tête. Et ensuite, Sabiri qui va récupérer et qui va mettre le ballon une fois magnifique sous la barre transversale. Là, c'est intéressant aussi de voir que ce Maroc, à ce moment de la rencontre, à un quart d'heure de la fin, a son banc qui est rentré. On pense à Mazraoui qui a changé de côté parce qu'Atiyat Allah est rentré. On pense à Sabiri qui est rentré aussi. D'autres joueurs, mais là, ce que j'aime, c'est qu'on a un Walid Regragui qui implique l'ensemble de son groupe, et on va en parler justement par rapport au match face au Pérou. Il est le guide d'un groupe, et ça compte parce que ces grands matchs se gagnent justement avec une densité, une supériorité numérique, avec des instants physiques très importants tout au long de la rencontre. Alors évidemment, il y a des interrogations. On se le disait tout à l'heure, ne pas se relâcher, fébrilité défensive. Là, on a Bounou qui, clairement, a réalisé une erreur technique. Il n'a pas réussi à bien se coucher. On pense que c'est une frappe anodine de Casemiro. Et malheureusement, pour l'ensemble de la défense marocaine et pour tout un peuple, ce but aurait pu coûter plus cher si le Brésil était revenu et avait marqué un deuxième but. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que on a sur cette phase défensive une équipe qui semble en déséquilibre défensif. Sur le côté gauche de la défense, on a 4 joueurs, voire 5 joueurs avec En-Nesyri, Amrabat qui ressort le ballon, En-Nesyri qui ne voit pas le joueur brésilien derrière lui venir le récupérer. Et dans l'axe, on a un 4 contre 4, mais qui est plutôt attentiste. Et on va avoir le ballon qui est récupéré et en un instant, on a cette équipe marocaine qui va se retrouver en infériorité numérique parce qu'on va avoir les 3 défenseurs qui vont être pris par les 2 Brésiliens et là, on va avoir Casemiro qui se retrouve seul et l'ailier gauche qui doit être Vinicius qui va également se retrouver tout seul. On a Casemiro qui va avoir tout le temps d'armer sa frappe. On n'a pas la défense qui a défendu en avançant à cet instant de la rencontre. Et Casemiro qui va marquer et égaliser. Attention donc à cet instant-là de fébrilité défensive et de justesse technique, justement pour éviter de se retrouver en difficulté. Ça m'amène à un point qui est important, c'est que cette équipe marocaine ne va avoir que 2 matchs de qualification à disputer d'ici la Cannes 2024. On va voir s'ils vont disputer la Copa América, s'ils sont invités dans ce format Copa América qui est spécial quand on est supporter sud-américain. Mais voir le Maroc disputer cette compétition serait très intéressant. Je dois vérifier si la compétition a lieu cette année en 2023. Mais si c'est le cas, ce seront des matchs qui seront importants pour gagner encore en expérience et se confronter à des équipes majeures, le Brésil une nouvelle fois, l'Argentine évidemment, la Colombie, mais ça apportera de l'expérience. Alors, un dernier point sur Unai, j'ai aimé sa performance, il a été, on va dire, pas neutre, mais
plutôt intéressant dans le jeu, mais c'est dommage qu'il se soit blessé. Alors, j'aimerais savoir, s'il était blessé avant la rencontre ou s'il s'est blessé durant cette rencontre. C'est dommage pour l'Olympique de Marseille, et c'est dommage pour le Maroc face au Pérou, mais c'est un joueur que j'ai envie de voir dans l'OM, à savoir dans quel système tactique aujourd'hui, mais je suis certain qu'il va apporter à cet Olympique de Marseille, heu, d'ici la fin de la saison et la saison prochaine. Alors, on va passer à Maroc-Pérou, qui aura lieu donc, demain soir, 21h30. C'est un match qui va se disputer à Madrid. Les joueurs marocains qui sont en train de s'entraîner actuellement dans le centre d'entraînement de Valdebebas du Real Madrid. Ça va être sympa de voir ça. Alors, c'est Maroc-Pérou, hein, je crois que c'est le Maroc qui reçoit quand même si le match, est face, au Pérou. Un Pérou qui a réalisé 4 victoires, 4 défaites avec celle face à l'Allemagne dont on va parler juste après, et un match nul sur les 9 derniers matchs, sur les 10 derniers matchs. On a une équipe du Pérou qui prend peu de buts, mais j'ai voulu m'intéresser quand même à cette dernière rencontre face à l'Allemagne. Alors, une rencontre que j'ai vue en résumé, un bloc bas, des lignes rapprochées, dans les premières minutes de jeu. Une équipe d'Allemagne qui a justement ouvert le score sur une phase, de jeu direct, de jeu long, avec une longue transversale, une défense qui n'était pas alignée et Füllkrug qui va ouvrir le score. Ce qui va être intéressant de voir dans cette rencontre, c'est justement comment le Maroc va se comporter face à un bloc bas, parce que je m'attends à une équipe, péruvienne qui va attendre le Maroc et on risque d'avoir un match qui ressemble au premier match de la coupe du monde, toute proportion gardée, face à la Croatie, avec une volonté du côté péruvien d'aller jouer en contre et espérer justement ouvrir le score. On va voir justement comment cette équipe marocaine va se comporter face à un nouveau bloc bas avec son statut clairement de favori dans cette rencontre. Une fois que l'ouverture du score a été réalisée, on a vu une équipe péruvienne moins bien organisée et c'est passé par les ailes. Et là, on pourrait voir justement Bouffal ou Ziyech dans des centres avec les latéraux. À voir qui seront titulaires, on va en parler juste après. Mais à voir comment En-Nesyri, à mes yeux, pourrait prendre justement de la valeur dans cette rencontre. Et j'aimerais voir Abourlal également rentrer en jeu. Par rapport à la tactique que je remets, initialement, j'aimerais voir, Ziyech sur le côté droit, j'aimerais voir En-Nesyri dans l'axe. Je pense qu'il y aura pas réellement de changement. Peut-être qu'Hakimi rentrera en jeu et qu'on aura Mazraoui sur le côté droit et Atiat Allah sur le côté gauche, et Ounahi étant blessé, on devrait avoir Sabiri, titulaire, et dans le fil de la rencontre, bah, j'aimerais voir des remplaçants comme Edzalzouli, j'aimerais voir Aboukhlal, j'aimerais revoir aussi El Khanous. Dans une rencontre, dites-moi si vous voulez qu'on la débriefe directement à chaud à l'issue du coup de sifflet final. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, on va passer au pronostic avec mon partenaire Parion Sport. N'oubliez pas que jouer comporte des risques. Jouer avec responsabilité, c'est très important. Et jouer n'est disponible, n'est possible qu'aux personnes majeures. C'est exclusivement réservé aux personnes majeures. Très important de préciser toutes ces conditions pour jouer, parce que jouer doit comporter des risques. Et avec Paris en sport, il y a une vraie notion de responsabilité, un vrai check aussi qui est réalisé à l'inscription avec le lien qui est dans la description. Ça m'apporte un bonus si vous vous inscrivez, mais jamais, n'oubliez pas de jouer avec responsabilité. C'est très important. Alors, comme le Maroc n'était pas favori face au Brésil, et j'avais pronostiqué la victoire du Maroc, le Maroc ici, on va l'étudier de manière éditoriale. Le Maroc est favori face au Pérou, c'est pas surprenant, une cote à 1,99. On est lundi à peu près vers 11h30. Les cotes peuvent évoluer. Le match nul est à 3,25 et le Pérou est coté, lui, à 3,35. Ça me paraît logique pour moi. Je vois le Maroc l'emporter. Je m'attends à un match qui risque d'être serré. Je vois une victoire plutôt à un but d'écart. Donc le 1-0 est à 5,70, le 2-1 est à 7,50. On voit que la cote favorite de Paris en Sport est le match nul, un but partout à 5,30. Ça ne me surprendrait pas, mais j'aimerais voir le Maroc faire un clean sheet dans cette rencontre. Ça me ferait plaisir, par rapport à Bounou notamment. Alors, il y a une cote qui me semble intéressante que j'ai analysée. C'est l'équipe à domicile gardera-t-elle sa cage inviolée. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était le Maroc qui jouait à domicile. Je pense que ouais, je pense que le Maroc peut tenir sa cage inviolée. La cote est à 2,20. Elle est intéressante si vous êtes joueur, toujours avec responsabilité. Il pense que du côté de chez Paris en Sport, on pense que le Maroc va encaisser un but puisque la cote à 1,40 et la cage inviolée, non. Alors après, je vous mets toujours cette cote-là, c'est la cote la plus responsable que je trouve dans ces paris sportifs. La double chance,
Je ne vois pas le Maroc perdre face au Pérou. La cote est donc à 1,26, Maroc ou nul. Ça me paraît intéressant de jouer ça. J'aimerais savoir quel est votre pronostic. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme j'ai coutume de le dire maintenant dans les dernières vidéos, je vous rappelle qu'avec mon ami Thomas de Chronique Foot, on a lancé une nouvelle chaîne YouTube. On part de zéro, on se remet complètement en difficulté, mais parce qu'on aime le football, on aime débattre du football, on aime échanger et on devient la première chaîne sur YouTube qui parle de l'actualité en duo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça s'appelle Le Vestiaire, le lien est dans la description et on sera ravis de vous accueillir ce soir 22h45, 23h30, on sera là pour débriefer de la rencontre Irlande-France et pour analyser ce que j'espère être une nouvelle victoire de l'équipe de France. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bel avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à lâcher un pouce bleu, à commenter et on se retrouve très vite pour tout analyser sur l'actualité du football. Très belle journée et à très vite. Ciao.